Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis de l'Internet, vous qui êtes branchés sur CFD Live, votre web TV qui organise les rendez-vous de tous les jeudis. Tous les jeudis, nous organisons Poker, une occasion qui nous permet de tirer différentes cartes, les cartes politiques, économiques, les cartes de société, de sport et de culture. Ce soir, Poker reçoit pour vous Monsieur Joe Washington Ebina. Il est président de la Fondation Ebina. Président, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. Alors, bienvenue donc à Poker. D'abord, la première carte que nous aimerions tirer avec la Fondation Ebina. Est-ce que c'est une fondation qui existe toujours de la façon dont elle a été créée auparavant? Oui, tout simplement. Mais la réalité congolaise a imposé à la Fondation de regarder d'autres chapitres. Parce qu'auparavant, justement, on vous voyait vous déployer à Brazzaville, distribuant de l'eau, peut-être apportant un peu du riz, du pain par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, vous faites un peu plus. Nous faisons un peu plus parce que la réalité nous l'impose. Nous avions commencé la Fondation Ebina à aider les orphelinats, à aider les gens dans les hôpitaux, à aider les familles dans les hôpitaux et dans les logements. Mais nous avons constaté que la Fondation Ebina ne pouvait pas faire que ça, dans la mesure où l'injustice au Congo nous imposait de pouvoir faire plus que ça, de défendre. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans les droits de l'homme, parce que c'était inévitable. On peut pas défendre les gens. Est-ce que c'est les usagers, les bénéficiaires de ce que vous faisiez? C'est eux qui venaient vous voir pour poser des problèmes, ou bien justement la lecture de la situation? Il y a des demandes, mais il y a aussi une visibilité de la société. On peut pas être indifférent selon la misère de la République, selon les injustices qui existent. Donc oui, les gens viennent vers nous, mais nous également, nous constatons que le besoin dans les droits de l'homme, dans la défense des individus, est fondamental. Voilà pourquoi la Fondation fait de l'humanitaire, mais la Fondation aussi fait la défense des droits de l'homme. Tout ça là, c'était déjà prévu au départ, ou bien ça vous a rattrapé? Non, comme je vous ai dit, au préalable, non. Le début, c'était la fonction d'aider les gens dans l'humanitaire, dans le social. Mais à force de faire l'humanité, le social, on s'est rendu compte que on ne pouvait pas défendre les gens, aider les gens sans défendre leurs droits, leurs intérêts. Une société où il y a eu de l'injustice, on ne peut pas venir simplement apporter de l'eau, du pain aux gens sans comprendre pourquoi cette injustice dans une société. Voilà pourquoi la Fondation Ebina dénonce également, travaille auprès des organisations des droits de l'homme pour trouver des solutions à régler les problèmes de la société. Mais là-dessus, déjà, lorsque vous arrivez au niveau des droits de l'homme, vous trouvez déjà des organisations. C'est un espace assez structuré. On a le CAD de Trésor Ndila, l'OCDH de Parfait Mokoko et bien d'autres. Ou bien la rencontre RPDH de Christian Munzeo. Très bien. C'est fondamentalement, c'est une très bonne chose. Nous avons rencontré des gens qui avaient de la forte conviction. Vous n'avez pas eu confiance en... Non, ce n'est pas de pas avoir confiance, c'est de travailler ensemble. C'est cette union qui crée la force, qui fait la force de travailler ensemble. Je ne remets pas en doute le travail effectué par les organisations des droits de l'homme, mais je crois qu'ensemble, nous avons un peu plus d'efficacité, un peu plus d'apport. C'est dans ce cadre-là. Vous apportez du pain dans votre action, c'est-à-dire lorsque les gens dénoncent la violation des droits de l'homme, vous pensez au même moment qu'on peut leur apporter du pain, quoi. Je vous donne un exemple très simple. Ouais. Vous avez des personnes qui sont arrêtées. Ce que nous, pour certains, considérons qu'ils sont injustement arrêtés. Alors, vous allez les défendre sans leur apporter un bout de pain, sans leur apporter de l'eau. C'est pas possible. Il est important d'apporter des gens la défense dans leurs droits, mais aussi les assister. Parce que certains n'ont pas de quoi se nourrir. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont arrêtées, mais qui n'ont pas de quoi manger. Est-ce qu'à ce jour, vous êtes toujours dans votre premier amour aujourd'hui? Nous le faisons. Vous continuez à le faire, l'humanitaire? Nous le faisons, mais il faut dire la vérité dans ce cadre-là. Nous le faisons. L'impact a peut-être changé d'une certaine manière, mais nous restons dans la vision de l'aide sociale, dans l'aide humanitaire, fondamentalement. Peut-être parce qu'il y a un peu plus de publicité dans ce que vous faites, non? Non, je crois que, non, je parlerai pas de publicité, je parlerai de visibilité. Lorsque nous avions commencé, les réseaux sociaux n'avaient pas autant d'impact. En 2025, aujourd'hui, nous sommes évidemment partout, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Mais c'est la réalité qui nous l'impose. Mais avant, il faut reconnaître, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, on parlait pas des réseaux sociaux. Mais au moins, chaque fois. Mais il y avait des médias déjà. Vous n'alliez pas avec les caméras de la médias étaient là, télévision. nous travaillions avec les médias. Mais nous parlons vous avez parlé de visibilité, vous avez parlé de publicité. Je vous dis non, c'est pas de la publicité, c'est une visibilité. Que vous donnez à votre fondation. Que nous donnons à la réalité, pas simplement à la fondation. Nous donnons à la réalité congolaise, que nous considérons désastreuse. Mais c'est quoi la réalité congolaise? Comment vous la décrivez, vous, aujourd'hui? Dans quel domaine? Parce que elle est désastreuse. Dans ce que vous faites, vous, l'humanitaire. Dans l'humanitaire, difficile.
dans les droits de l'homme préoccupantes. La société congolaise est une société où il y a énormément de problèmes qui existent. Et donc, dans notre cas, nous essayons d'apporter des solutions autant que possible. Et souvent, avec les autorités, le ministère des Affaires sociales, est-ce que vous êtes en accord sur certains points à apporter? Pas toujours, pas toujours. Ministère des Affaires sociales, ministère de l'Intérieur, pas toujours. Mais notre apport à nous, c'est de rester dans le droit, dans la justice, dans l'équité. Vous avez accumulé l'expérience depuis une vingtaine d'années dans l'humanitaire. Vous distribuez de l'eau, du pain, du lait et tout le reste. Quand il y a des situations dans le pays, quand même, le ministère des Affaires sociales peut vous utiliser comme un agent opérateur. Ça se fait pas? Ah, pas toujours. Il faut simplement dire que oui, il y a des actions qui sont menées et nous saluons tout ce qui est fait pour aider la population est une bonne chose. On peut pas décrier ou critiquer cela. Simplement, non, nous ne sommes qu'une petite organisation. Nous apportons quand nous pouvons apporter, mais l'assistance sociale fait son travail à un certain niveau, bien que c'est pas suffisant. Vous voyez, la misère, elle est tellement grande, mais nous saluons ce qu'il faut. On reconnaît quand même le travail que vous faites, les autorités reconnaissent? Je sais pas, non. Écoutez, la reconnaissance n'est pas seulement de toute manière. Hein. Nous ne cherchons pas la reconnaissance. Nous cherchons simplement que les solutions soient trouvées à toutes ces personnes-là qui sont dans la détresse. Nous savons que souvent les fondations se financent par des personnalités économiques ou culturelles, du monde culturel, mais peut-être aussi par des fonds étrangers et tout. Souvent, vous, on ne sait pas comment vous vous financez pour aider autant de gens. Vous faites des cotisations ou comment? La Fondation Ebina est liée au groupe Ebina. C'est un groupe qui travaille dans la hôtellerie, dans l'immobilier, dans d'autres activités. Et ces activités-là aident la Fondation à mener ses actions. Nous ne sommes pas financés par d'autres organisations. Nous le voudrions bien, il y a tellement de soucis, parce que nous ne trouvons pas des solutions à tous les problèmes qui existent. Mais nous travaillons avec le peu de fonds que nous avons. Pas par une même politique pour vous financer et pour vous porter? Non. Comme on le fait bien dans ce pays quand même. La politique un peu partout, hein, en finance. Mais la politique n'influence pas tout le monde. D'accord. Il y a des personnes qui ont la conviction qu'ils ne sont pas influencées par les politiques. Notre conviction est de faire avec le peu que nous avons pour rester vrai. Parce que vous savez, lorsque les gens vous apportent leur assistance, certains ont l'idée de manipulation. Donc nous faisons avec le peu que nous avons en restant droit dans nos bottes. Vous avez été très remarquable dans l'action humanitaire depuis peut-être une vingtaine d'années dans ce pays. Est-ce qu'il y a un cas qui vous a marqué? Si je vous dis un cas, je vous dirais non. Il y a plusieurs cas et qui continuent à nous marquer. Essayez de... Je suis de la génération... Faites un effort de... Ouais, non, c'est difficile à dire. Je suis de la génération Vidéo 45. Le cas, le doyen Charlie Noël m'a marqué. Je suis de la génération le 4 mars. Le 4 mars m'a marqué. Je suis de la génération des gens de Chakona. Ça m'a marqué. Il y a tellement d'événements et chaque événement a son ampleur. Et donc, vous dire qu'il y a un seul événement, ce serait pas vrai. Alors, donc là, vous avez été donc dans l'humanitaire, vous continuez à faire de l'humanitaire, mais après, vous êtes rentré dans les droits de l'homme, là où il y a plus d'agressivité, où vous avez une prise de parole assez prononcée, beaucoup d'engagement. Qu'est-ce qui a motivé cela? Vous savez, les droits de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus humain. C'est d'accepter le fait que nos concitoyens, nos frères, nos mamans, nos sœurs, nos papas doivent vivre dans un cadre qui doit être un cadre respecté, un cadre où chacun a sa parole, mais dans les droits de la République. Et lorsque nous constatons que d'autres personnes ne sont pas respectées, ne sont pas assimilées, ou ne jouissent pas des avantages de la République, nous disons non. Tout le monde ne s'appelle pas Ebina, tout le monde ne s'appelle pas... Non, mais il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Et donc notre combat, c'est de créer cette égalité dans la société. La majorité des Congolais sont chrétiens. Oui. C'est l'amour vers les autres. C'est se sacrifier pour l'intérêt des autres. Est-ce que votre passage en détention, peut-être pour quelques heures à Talangai, à Kibeliba, est-ce que ça a eu un impact dans ce que vous faites dans les droits de l'homme? Vous avez pu constater vous-même dans les cellules de détention la souffrance de ceux qui sont détenus? On peut aussi le dire. J'ai été arrêté une fois. Et lorsque je suis arrêté, je constate les conditions très précaires des détenus. Oui, ça m'interpelle. Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur ne se rendent pas compte que ce sont des êtres humains qui méritent d'être dans des conditions convenables. Et donc, j'ai été choqué par cela. Ça a sûrement contribué
à se battre, à créer des conditions. Ça a sûrement contribué à ce que nous puissions assister certains. Je me souviens, j'avais également construit des sanitaires de Talangaï, parce que notre conviction, c'est que les êtres humains doivent être bien traités. Justement, parlons des conditions de détention. Récemment, vous avez fait une déclaration pour évoquer justement les conditions de détention de ces jeunes dits Koulouna, présumés à bébés noirs, qui sont détenus à la Tchémé, donc à la CNSS. Alors, il faut expliquer le concept. D'accord. Il y a à peu près une année, l'année dernière, le gouvernement de la République avait décidé avec les organes des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, de lancer une opération. L'opération dénommée Coup de poing. Alors tout le monde est content de cette opération et nous également, de toute manière, personne n'accepterait de vivre dans une société où il y a des Koulouna, comme on les appelle, des bandits qui sont là pour sévir, pour faire du mal à la population. Nous sommes d'accord. Mais il faut savoir que nous sommes d'accord lorsque le droit est appliqué aussi. C'est-à-dire, on arrête les gens, mais avant d'arrêter, il faut créer les conditions de détention. Le site CNSS n'a jamais été créé pour un endroit de détention. Et je vais même vous faire une révélation. J'étais, moi, à la maternelle, à la CNSS. Donc c'était un endroit, une maternelle, c'était comme une école. Donc c'était pas adapté à ce que les gens soient arrêtés. Il y a eu des centaines de gens, et à l'heure où je vous parle, d'après la documentation que nous avons, il y avait plus de 200 personnes qui seraient arrêtées là-bas. Alors, ce que nous n'acceptons pas, c'est que, oui, les organes, la gendarmerie et la police, fondamentalement, ils font leur travail et nous respectons leur travail. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que les conditions ne sont pas créées pour que ce travail soit bien fait. Les endroits de détention ne sont pas adaptés à cela. Et en plus, nous sommes dans une société où l'émotion que nous avons en tant que Congolais, nous respectons les familles africaines, les mamans africaines. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a des mamans qui ne dorment pas parce que leurs enfants sont détenus là-bas et ces mamans n'ont pas accès à leurs enfants. Donc, sans nouvelles. Sans nouvelles. De quel droit parlons-nous? Alors, ces mamans-là, certains pensent même que leurs enfants sont décédés. Alors, nous faisons justement ce plaidoyer. Nous demandons aux responsables de créer les conditions de détention. Nous sommes d'accord à ce que un système de sécurité soit installé, mais que ça respecte le droit. Alors, le droit que nous disons, c'est que notre droit existe. La détention provisoire, elle est de 6 mois. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là-bas, que ça fait 9 mois qu'ils sont arrêtés. 9 mois sans procès. C'est inadmissible. Ce sont des violations systématiques des droits de l'homme que nous trouvons inadmissibles. Alors, ça peut arriver aux autres, mais nous sommes africains. Est-ce que dans votre démarche, vous avez quand même pu rencontrer le procureur de la République? Est-ce que vous savez s'il va visiter lui aussi ces conditions? C'est quand même lui le patron de... Le procureur de la République est informé. Au niveau du tribunal, il y a qu'un juge d'instruction qui a été nommé pour ce travail-là. Mais il y a énormément de cas que cela va prendre trop de temps. Donc pour nous, nous considérons que la justice n'a pas mis les moyens qu'il fallait. Est-ce que dans vos recommandations, vous avez demandé que ce lieu de détention soit fermé pour aller dans les lieux plus appropriés? Vous savez, le dossier des endroits de détention au Congo, c'est un vieux dossier. La maison d'arrêt de Brazzaville n'est même plus adaptée. L'effectif là-bas est surbondé, mais c'est à un niveau excessif. Nous le disons depuis très longtemps. La Fondation Ebina a même eu à apporter de l'eau là-bas, à la maison d'arrêt. Nous connaissons que les conditions ne sont plus adaptées au nombre de détenus. Il y a des PSP aujourd'hui à Brazzaville qui sont devenus des endroits de zones de dépôt. Des mandats de dépôt, les gens sont détenus dans les PSP. Mais ce n'est pas adapté. Alors, le gouvernement devrait prendre donc ses responsabilités de construire d'autres endroits de détention. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous dénonçons. Il y a des dossiers au niveau de la justice qui prennent trop de temps. Et à ce moment-là, il y a des décès. Nous constatons des décès dans les endroits de détention. Cela est pour nous des violations que nous n'acceptons pas, inadmissibles. Et là, vous continuez le combat pour la CNSS ou bien vous avez fait votre déclaration? Nous continuons le combat pour la CNSS, nous continuons le combat pour tous les endroits de détention, nous continuons le combat pour que le délai de détention soit respecté. L'année dernière, une association de droits de l'homme, qui est d'ailleurs votre allié, le CAD, publié du président Nzila, un rapport dans lequel on mettait en exergue la torture. Est-ce que vous avez connaissance de ces cas de torture dans l'action que vous menez? L'organisation CAD
et nous sommes affiliés, nous sommes dans la même plateforme. Le président Trésor, qui fait un travail remarquable, documente du 1er janvier au 31 décembre tous les cas de dénonciation et de violation de torture. C'est un dossier très sérieux qui est publié aussi et qui est demandé sur le plan international. Alors, ces cas de torture existent. Les preuves, les témoins sont là. Les témoignages sont là. Alors, si le Congo est signataire des chartes qui s'opposent à la torture, on devrait les respecter. Donc, nous sommes totalement d'accord. Et d'ailleurs, cette déclaration, nous étions ensemble lorsque cette déclaration a été faite. Souvent, on vous reproche aussi de défendre des cas dont vous n'avez pas totalement cerné, des cas souvent pas trop justes aussi. Hein. Alors, lorsque vous nous dites de défendre des cas, lesquels? Lorsque nous parlons du général Mokoko et du ministre Komi Salissa, qui sont aujourd'hui, il y a de nombreuses années, on va à peu près 10 ans là, 9 ans, 10 ans qui sont arrêtés. Est-ce que vous pensez que c'est des cas qui sont... Ils ont été jugés et condamnés pour une durée. Ils ont été arrêtés dans un contexte politique. C'est suite aux élections que vous connaissez, dans un contexte politique. Et nous considérons, en tant qu'organisation des droits de l'homme, en tant qu'organisation de la société civile, que le Congo gagnerait beaucoup et beaucoup mieux en organisant des concertations, des dialogues, afin qu'il y ait une certaine quiétude politique au Congo. Et à ce niveau, est-ce que vous faites des recommandations quand même auprès des autorités? Nous avons demandé la libération de ces deux acteurs, des deux acteurs depuis longtemps, mais nous ne sommes pas entendus. Et lorsque je vous dis que il y a une certaine suffisance au niveau du Congo, on a l'impression que nos demandes sont des demandes qui malheureusement ne sont pas fondées. Lorsqu'au fond, nous constatons simplement que ce sont des acteurs politiques qui ont exprimé des idées et qui méritent aujourd'hui leur libération. Alors, je disais que souvent, vous êtes dans des cas aussi que vous défendez, mais après, vous ne cernez pas tous les cas. Souvent, c'est des gens, le jeune que vous avez défendu qui a été arrêté dans un fumoir, par exemple, de chanvre. Aujourd'hui, quelle est la suite à ce dossier? Vous avez abandonné ou... Ah non. Premièrement, les dossiers, nous ne les abandonnons pas. Le dossier que vous évoquez, c'est le dossier et le prénom du jeune m'échappe. C'est Roberto ou... Roberto, exactement. Ouais. Le dossier du jeune Roberto. Alors, ce dossier est l'expression simplement d'un acharnement que nous n'avons pas compris. Voilà un monsieur qui, à la base, est un auxiliaire de police, de justice. Il est là, il travaille. Et lorsqu'il constate, lorsque dans une bévue, il se fait agresser par ses propres collègues, il demande réparation. Et quand il demande réparation, il constate que la machine judiciaire protège ses chefs. Alors nous, à notre niveau, nous demandons simplement que justice soit faite. Mais nous demandons surtout qu'il y ait réparation pour l'œil du jeune homme. Que la justice fasse son travail et que le monsieur puisse recevoir des fonds pour aller se faire soigner, au moins à l'étranger. Donc c'est une demande humanitaire. Alors nous abandonnons pas. Et pendant que vous êtes dans ce dossier, dans ce plaidoyer, oui, vous êtes surpris que la victime est arrêtée. Mais la victime est arrêtée de quelle manière? Vous ne le dites pas. La victime est arrêtée dans un guet-apens. La victime est appelée par un ami et tout d'un coup il arrive et il se fait arrêter. Et je vous dis, c'est une histoire rocambolesque. Parce que dans le fond, le jeune Roberto ne fume pas. Il a une santé précaire. Il ne fume pas. Et donc, c'est un guet-apens qui a été fait pour l'arrêter. Le plus important pour nous, c'est le fond du dossier. C'est que M. Roberto puisse recevoir les soins, qu'il puisse recevoir les fonds, qu'il soit indemnisé et qu'il puisse continuer son processus. Parce qu'il est brillant. C'est un jeune qui est très brillant dans ses études universitaires. Donc, pour nous, c'est le fond du dossier. Alors, Monsieur Joe Washington Ebina, en cette troisième partie de notre émission, vous allez tirer la carte politique. Parce que depuis un moment, c'est vrai, on a parlé des actions humanitaires que vous menez au Congo, on a parlé des actions des droits de l'homme également que vous menez, mais tout cela, ça vous conduit, vous n'êtes pas loin de la politique. Est-ce qu'il y a des ambitions autour de tout ce que vous faites? Vous savez, j'entends souvent ce discours d'ambition. L'ambition est naturelle, l'ambition d'un bien-être commun, l'ambition d'une société congolaise où les choses avancent, où il n'y a pas la précarité de l'électricité, de l'eau, de l'emploi et tout le reste. L'ambition est d'abord là. Mieux vivre au Congo. Et alors comment vous... est-ce que cette ambition est personnelle? C'est ce que vous voulez me dire? C'est ça. Écoutez... Vous prenez des positions parfois assez politiques.
Vous aurez pu rester dans l'humanitaire, apporter de l'eau aux gens ou Nous bien savons, non, nous savons tous Oui. que les décisions politiques influencent notre quotidien. Ce sont les politiques qui créent ce que nous vivons au quotidien. Ce sont les politiques qui prennent les décisions pour régler les problèmes de la SNE, les problèmes de l'eau, les problèmes de détention, les problèmes de construction, de routes et tout ça. Donc, il est normal que nous critiquons lorsque les politiques ne font pas leur travail comme nous considérons qu'ils doivent le faire. Maintenant, est-ce que l'ambition est personnelle? Est-ce que vous décidez finalement vous-même d'aller vous installer là où on prend les décisions, comme ça vous influencez le bien-être des Congolais positivement? Écoutez, j'ai regardé. Je tiens d'abord à préciser que tout ce qui est fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux et partout, je n'en suis pas l'instigateur. Je suis simplement quelqu'un qui constate. Oui, je comprends. Ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons auprès des populations. Et que, en ma modeste personne, certains considèrent que nous pouvons mieux faire, ou nous pouvons leur apporter plus de solutions. Nous regardons. Nous constatons. Nous fermons aucune porte, si c'est ce que vous voulez savoir. Je ne ferme aucune porte. Sur tout ce qui se passe, sur des élections futures ou quoi que ce soit, nous regardons. Et je crois que le moment opportun, nous prendrons la décision qu'il faudrait prendre. C'est-à-dire que vous pouvez être intéressé par un mandat politique. Nous analyserons le moment opportun. Ça dépend quand vous dites un mandat politique, c'est bon. Électif. Écoutez, comme je vous ai dit, je suis clair dans mes propos, je vous dis, nous fermons aucune porte. Et si jamais on vous tend la main aussi pour rentrer dans la gestion, dans le gouvernement, vous ne direz pas non? Non, absolument pas. Cela fait 20 ans aujourd'hui que je constate que le gouvernement, malheureusement, ne trouve pas des solutions à régler les problèmes au quotidien. Vous n'allez pas me demander aujourd'hui d'aller rentrer dans un gouvernement que je critique au quotidien par rapport à la misère de la population. On a besoin de votre Alors, expertise. Non. Non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le gouvernement congolais est très réfléchi. Nous avons des gens qui ont la connaissance, ont la matière. Ils ont la matière, ils ont la connaissance. Je ne reproche pas. Oui, justement, c'est pas des juments de valeur. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement quand même? Ils sont là depuis 3 ans, qu'est-ce que vous reprochez? Je reproche, ce que je reproche au gouvernement congolais, c'est ce que tout le monde reproche au gouvernement congolais. C'est quoi? C'est l'efficacité sur le terrain. C'est que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'arrive pas à stabiliser le problème de l'électricité, qu'on n'arrive pas à stabiliser le problème de l'emploi. Mais je reproche. Le gouvernement annonce quand même que, au début de cette année, c'est vrai, nous sommes en mars, qu'on devait créer un grand barrage, le barrage de Sounda, et peut-être que ça va arriver. Donc c'est quoi? C'est l'écart entre les promesses et la réalité? C'est le même gouvernement qui nous avait parlé d'Imboulou. Alors vous pensez qu'après 40 ans, vous pensez qu'après 30 ans, le peuple congolais ou les individus croient encore à un message du gouvernement? C'est pas vrai. Je crois que soyons réalistes. Les gens, donc, ils n'ont pas d'électricité chez eux, tant qu'ils n'ont pas d'emploi, tant que les retraités ne reçoivent pas leur pension, tant qu'on sort de la rue, on sort et dans la rue et on constate les routes cassées. De quel message voulez-vous que nous puissions croire? Est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même depuis 3 ans? On a quand même eu un nouveau Premier ministre. Je n'ai pas la même lecture. Je n'ai malheureusement pas la même lecture. Malheureusement, les mêmes choses que nous décrions depuis toujours sont les mêmes choses qui existent. Ce problème d'électricité, et je suis d'ailleurs très surpris, mais très content également de voir que les travailleurs de la SNE prennent à bras le corps leur avenir. C'est une très bonne chose. C'est ce que nous demandons, que chacun puisse trouver des solutions et qu'il soit écouté. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le point, est-ce que le gouvernement écoute les doléances? Non, je considère que très souvent, nous n'avons pas un retour favorable. Nous n'avons pas un retour favorable. Si nous avions un retour favorable, il y a beaucoup de gens qui seraient évincés de leur poste. Parce que lorsqu'on n'est pas compétent à une fonction, on doit quitter. On verrait du changement. Moi, je voudrais rouler dans Brazzaville et ne plus avoir des nids de poules. Est-ce que c'est possible? Est-ce que par la volonté des hommes, c'est possible? Oui, c'est possible. Mais pas avec ceux qui n'ont pas la volonté de le faire. Sinon, ce serait connu. Et donc là, au même moment, vous refusez d'apporter votre contribution aussi. Je ne refuse pas, j'apporte. Mais si on vous appelle aujourd'hui dans le gouvernement, dans la gestion, je vous répète. Vous n'irez pas alors? Non. Je ne peux pas travailler avec un gouvernement qui, pour moi, est responsable de la misère nationale. Je considère que le gouvernement au Congo-Brazzaville ne trouve pas les solutions aux problèmes des Congolais. Et vous les connaissez, les problèmes des Congolais. On les cite tous les jours. Alors, vous allez me demander, est-ce que je peux travailler avec ce gouvernement? Je vous dis que le gouvernement a la compétence. Tous les ministres que vous voyez, ils ont la compétence. Alors, ils ont la connaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Mais ils n'ont pas la volonté politique. Ce qui leur manque, c'est la volonté politique, la volonté du sacrifice. Parce qu'il y a un sacrifice. Le sacrifice, ce serait de dire, écoutez, est-ce qu'on peut descendre nos salaires?
Est-ce qu'on peut vivre humblement? Est-ce qu'on peut arrêter ce train de vie de l'État qui coûte trop cher pour la population? Est-ce qu'on peut pas regarder ce peuple-là et dire, écoutez, si le peuple n'a pas l'électricité, est-ce qu'on peut pas trouver des solutions? Eh ben, justement, il n'y a pas la volonté politique. Tout à l'heure, vous avez parlé des accords avec le FMI, avec tout le reste. Le gouvernement qui a passé donc avec succès la 6e revue, le FMI, qui a reçu un décaissement. Tout ça, c'est rien du tout. Alors, ce genre de propos me ramène au citoyen lambda. Que considère le citoyen lambda lorsqu'il entend qu'il y a des accords avec le FMI? Qu'est-ce qu'il considère? Il se dit, mais est-ce que ces accords vont changer le panier de la ménagère? Est-ce que ces accords vont m'apporter un peu d'eau dans un quartier où il n'y a pas d'eau? Tant qu'il n'y a pas ce changement-là, ce sont des accords qui malheureusement sont très loin du vécu des populations. Mais vous aussi, vous pouvez expliquer à la population lambda que ces accords servent justement à mener les réformes et à maîtriser certaines dépenses et à faire attention à la dette. Il faut laisser aux politiques du gouvernement d'expliquer cela. Ce que moi, je veux expliquer aux populations, c'est que lorsqu'ils ouvrent leur robinet, ils voient de l'eau. Tant qu'ils voient pas de l'eau, j'ai rien à leur expliquer. J'ai rien à leur dire. Parce que je sais que ces populations souffrent par le manque de besoins, par le manque de choses, le manque de solutions. Alors, on va pas leur donner des discours. Les discours ne règlent pas les problèmes. Changeons un petit peu cette lecture de la chose publique. L'efficacité, c'est le concret, c'est le pragmatisme. C'est tout ce que les gens demandent. Alors, Monsieur Joe Washington Ebina, on va certainement terminer par là. La jeunesse, vous êtes vous-même jeune et tous ceux qui écrivent des choses en faveur de vous sur les réseaux sociaux, ceux qui tournent autour de vous, c'est des jeunes aussi. La situation des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous... quelle lecture vous avez de la situation de la jeunesse congolaise? Elle est malheureusement difficile, elle est préoccupante. La jeunesse congolaise, c'est la même que l'on voit en train de chercher les visas, en train de chercher la possibilité d'aller en Europe, aux États-Unis. Parce que la jeunesse congolaise a perdu, si vous voulez, cette volonté de trouver des solutions au Congo. La jeunesse congolaise, elle est perdue. C'est celle qui meurt à Ornano en cherchant de l'emploi. Lorsqu'une jeunesse meurt pour chercher un travail, cela montre à quel point la situation de la jeunesse est préoccupante. Alors, pour nous, les droits de l'homme, la Fondation Ebina, la solution, elle n'est pas à l'extérieur. Elle n'a jamais été à l'extérieur. La solution, elle est au Congo. Simplement, il faut se battre au Congo pour revendiquer ses droits et demander à ceux qui ont la gestion de la République de respecter leur engagement. Le président de la République avait promis de l'eau, avait promis l'électricité. C'est tout ce que nous demandons. Alors, cette jeunesse-là doit demander cela, demander de l'emploi, demander l'égalité. Alors, nous avons sur notre dossier, et ça fait partie des revendications de la jeunesse, des jeunes qui ont été recrutés pour aller en formation militaire. Alors, ces jeunes, après leur recrutement, ont simplement été, ils sont venus nous voir, dans nos organisations, ils ont été relâchés, ils ont été abandonnés d'une certaine manière. On dit, mais comment est-ce possible que nous puissions recevoir 9 mois de formation, 6 mois de formation, et qu'à la fin, malheureusement, que l'on n'ait pas la possibilité d'être intégré? C'est de cette jeunesse que nous parlons. C'est la jeunesse qui, pour nous, est abandonnée. Elle n'est pas reconnue. On peut pas former des gens à devenir militaires et après avoir des a priori. Nous dénonçons les abus de pouvoir. Mais est-ce que vous pensez que tous les jeunes qui cherchent de l'emploi, près de 46% des jeunes qui continuent à chercher de l'emploi dans ce pays, doivent être employés par le gouvernement? Non, mais le gouvernement a une responsabilité d'équité. Le gouvernement n'a pas le droit de laisser la fonction publique être un endroit où il faut monnayer de l'argent pour y accéder. Le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Mais d'autre part, quand même, est-ce qu'on peut encourager l'entrepreneuriat privé? Justement. Oui. Mais c'est ce que nous demandons. Nous demandons au gouvernement de laisser l'entrepreneuriat faire son travail, de le laisser, vous savez. Et vous avez l'impression que le gouvernement ne laisse pas? C'est confisqué? On va prendre des exemples. Oui. Lorsqu'un agriculteur dans une région veut acheminer sa marchandise à Brazzaville, il est malheureusement arrêté à chaque point de rue par certaines organisations. Si ce n'est pas le ministère, si c'est pas la force de l'ordre qui demande à ce qu'il paie les droits, c'est des péages qui coûtent trop cher. C'est des ministères qui demandent des droits. Il y a au Congo trop de taxes. Alors on va se développer comment? Lorsqu'il y a autant de taxes, il y a autant de précarité. Nous demandons justement que le gouvernement puisse permettre à ce que les investisseurs au Congo puissent s'installer avec moins de taxes et moins de redevances. Je crois qu'il est possible qu'on arrive à un certain développement. Le climat des affaires est toujours difficile. Hein. Vous-même, vous entreprenez dans plusieurs domaines. Vous en savez quelque chose? Le climat des affaires est extrêmement difficile. Surtout qu'il y a énormément de corruption dans certains ministères.
Ces corruptions-là empêchent l'investissement. Lorsque certains viennent pour faire un certain travail, on leur demande des pourcentages. Mais ces pourcentages-là empêchent l'homme d'affaires d'être effectif. Donc ça fait partie d'une réalité que nous dénonçons et nous considérons qu'il est possible de mieux vivre au Congo avec un peu plus d'intégrité, un peu plus de conviction. Et s'il y avait un message ce soir à passer auprès de la jeunesse congolaise, ce serait lequel? Vous savez, ce qu'il faut dire au Congo, c'est que l'espoir doit rester dans notre conviction. Dans un pays où systématiquement il y a des problèmes de carburant, dans un pays où systématiquement il y a des problèmes de transport, même pour cette jeunesse-là d'aller même au cours et tout le reste, il faut garder l'espoir. L'espoir qu'au Congo, Brazzaville, tout le monde n'accepte pas la misère nationale. Tout le monde n'accepte pas la précarité. Il y a des Congolais au quotidien qui se battent à trouver des solutions pour un bien-être national. Nous y croyons. Et je demande simplement à la jeunesse de fermer le poing, de serrer le poing et de continuer à lutter. Parce qu'un jour, je considère que les jours meilleurs arrivent. Malgré toute cette précarité, un jour on en arrivera. Un mot pour les autorités. Les autorités, mais nous demandons simplement aux autorités de faire leur travail. On ne peut pas demander autre chose aux autorités. Je pense qu'ils ont la compétence, je pense qu'ils ont la connaissance, mais je pense qu'il leur manque la volonté. Pas assez de patriotisme. Le patriotisme, on peut l'exhiber, on peut le montrer. Mais quel est le vrai patriotisme lorsqu'on constate que sur le terrain, il n'y a pas d'avancée? Lorsqu'on constate sur le terrain que les hommes d'affaires, même congolais, n'arrivent pas à émerger. Le patriotisme est à quel niveau? Je considère que le patriotisme est dans les cœurs. Mais il faut sur le terrain, les autorités prennent leurs responsabilités. Voilà, cela est considéré comme le mot de la fin de cette émission et nous nous arrêtons par là. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous avons reçu ce soir monsieur Joe Washington Ebina. Il est le président de la fondation Ebina. Avec lui, nous avons parlé de la situation humanitaire qui est une action prioritaire et principale de leur fondation, mais aussi de la situation des droits de l'homme, puisqu'il est très engagé dans ce domaine aussi. Et pourquoi pas la politique aujourd'hui? De plus en plus, la population commence à le regarder, à lui dire, est-ce que derrière tout ce qu'il fait, il n'y a pas d'ambition politique? Vous avez reçu ces réponses personnelles. Merci et à jeudi prochain. Toute participation à l'émission Poker, nous contacter par WhatsApp au 06 661 00 60.